Donc nous sommes avec Brice Covin, le réalisateur, Stephen McCauley, l'auteur du roman donc, Easy Way Out, donc le roman original. Massimo est juste en face de nous, Massimo Di Napoli, que vous avez vu dans la scène avec Hadar. Et vous avez même la distribution de KMBO qui est juste ici, donc les distributeurs du film que vous aurez la chance de découvrir à partir de mercredi prochain. Elodie, je sais pas pourquoi. Elodie Frégé a dû malheureusement s'absenter, elle avait un petit concert ce soir à Paris. Je vais commencer à poser quelques questions à Brice, Steven et Massimo sur le film. Après, ayez toute la liberté de lever la main. Clémence, ici en blanc, va pouvoir vous tendre le micro si vous avez des questions, interrogations. Des réactions aussi. Voilà, tout à fait. À partager avec nos trois invités, c'est avec grand plaisir. Première question, Brice. Comme on l'a dit, Steve, en plus on a la chance d'avoir Steve avec nous ce soir. Comment s'est passée l'adaptation du roman vers un film? Alors, d'abord, c'est né de l'envie de travailler entre Agnès Jaoui et moi. Agnès Jaoui, elle avait vu mon premier film et elle avait envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Et comme on parlait souvent de littérature, on s'était dit que ce serait bien d'adapter un roman. Comme on était tous les deux des grands fans de l'art de la fugue, le roman de Stephen McCauley, on s'est dit que c'était une belle idée de l'adapter et qu'en plus il y avait un rôle formidable pour elle. Donc voilà, c'est né de cette idée-là. Après, le travail d'adaptation, il a été... en fait, ce qui nous a plu, ce qui m'a plu dans le roman, moi, ce qui me plaît avant tout, mais c'est pas seulement dans le roman, c'est en général dans toutes les histoires que j'écris, c'est de partir des personnages. C'est les personnages qui m'intéressent. C'est plus les personnages que les situations. Et je trouvais que dans l'art de la fugue, il y avait des personnages vraiment, moi, qui me touchaient, qui me faisaient rire aussi, parce que c'était des personnages que je trouve qu'on rit souvent beaucoup plus de situations tragiques que véritablement de personnages qui essaient de faire rire. Et je les trouvais tous dans des situations tellement tragiques que d'une certaine façon, sans doute, je devais m'y retrouver moi aussi, ou je retrouvais des gens que je connaissais. Et c'est ça qui me plaisait. Donc on est parti avec ma co-scénariste, Raphaël Desplechin, on est parti des personnages. Mais comme on trouvait qu'on voulait vraiment faire un film français, on a essayé d'adapter, on a fait une adaptation pour l'écran, mais aussi une adaptation d'une certaine façon culturelle du roman. On a essayé d'en faire vraiment un film français, une vraie histoire française, avec des personnages qui seraient transposés en France, et c'était important. Tu parles d'une adaptation à la française, des grosses différences peut-être pour que les spectateurs soient... Oui, alors par exemple, j'explique souvent que la chose qui était la plus frappante, c'est dans le roman, le personnage d'Ariel, il dit I want to change my life. Je veux changer de vie. Vous connaissez beaucoup de gens, vous qui s'expriment comme ça en France, c'est quasiment impossible. Les gens diront plutôt j'en ai marre de mon boulot, et vous devrez comprendre que voilà, vous voulez changer de vie. Mais on utilisera plutôt des images on ne s'exprime pas aussi directement que les Américains. Et donc voilà, on a changé un peu les choses. Ce qui avait beaucoup surpris Steve. Oui, parce que nous avons travaillé ensemble pendant peut-être une semaine. Et après que tu as déjà écrit la première version, et nous avons travaillé sur des petits détails, etc. Et oui, pour moi, c'est une surprise qu'il y a vraiment des différences énormes dans le comportement français et américain. Et c'est beaucoup plus direct aux États-Unis, évidemment. Donc c'était une surprise pour moi. Et du coup, Steve m'a dit mais maintenant je comprends pourquoi, quand vous voulez aller aux toilettes, vous dites où se trouve la salle de bain. Voilà. Le personnage de Nicolas Bedos aussi n'était pas un trader à l'origine, si je ne me trompe pas. Non, dans la version qu'on a écrite, la première version, en fait, c'était un footballeur. Et c'était Pio Marmaille qui devait faire ce rôle. Et en fait, au moment où le film est rentré en production, il y avait une date qui coinçait dans le plan de travail, parce que Pio Marmaille faisait un autre film. Et donc, il avait un rôle plus important que dans le mien, il avait le rôle principal. Donc du coup, il a choisi de faire l'autre film, et je me suis retrouvé sans petit frère, et le
directeur de casting, Nicolas Ronqui, m'a suggéré plusieurs comédiens, et dont Nicolas Bedos. Et moi, je lui ai dit, mais Nicolas Bedos, il ne peut pas faire un footballeur. Il m'a dit, rencontre-le. Je trouve qu'il y a quelque chose qui marche avec cette fratrie, donc rencontre-le. Je l'ai rencontré, on a déjeuné ensemble, et en fait, pendant tout le déjeuner ensemble, j'ai essayé d'imaginer dans cette fratrie, j'y arrivais bien, mais pas du tout comme footballeur, et donc je l'ai transformé en type qui a fait plutôt une école de commerce, et ça lui va mieux que footballeur. La seule trace qui reste du football, c'est le jogging qui fait un peu un moment à Bruxelles, mais autrement, voilà, j'ai adapté aussi aux comédiens que j'avais pour le rôle. Tu es parti, d'ailleurs, on a commencé à parler de Nicolas Bedos, de Pierre Marmé, du casting. La première pierre du casting, c'est Agnès Jaoui, bien entendu. Ouais. Comment s'est passé Justement, comme on voulais travailler ensemble, moi j'avais vraiment envie qu'elle fasse le rôle d'Ariel, mais pendant tout le travail d'adaptation, je lui ai pas, on n'en parlait pas du tout. J'ai attendu que le scénario soit définitivement écrit pour lui proposer, lui faire une vraie demande, un bon et due forme. Je lui ai dit, voilà Agnès, je voudrais te demander, est-ce que tu accepterais de jouer le rôle d'Ariel? Ça l'a fait rire beaucoup, parce que tout ça a été dans des sous-entendus, mais elle m'a dit, mais tu vois, de temps en temps, on est direct, finalement, quand même. On dit les choses directement. Donc, Agnès Jaoui, Laurent Lafitte, ça s'est passé comment pour Laurent, en fait, j'ai construit un peu le film autour de lui, c'est-à-dire que, en fait, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Benjamin Biolay. Et j'ai proposé à Benjamin Biolay, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse une lecture sur le rôle d'Antoine. Donc c'est lui qui, au début, auquel j'avais pensé pour le rôle principal. Et puis on a fait cette lecture, et cette lecture, elle n'était pas terrible, mais je ne savais pas comment le dire, je trouvais que ça ne marchait pas. Et c'est lui qui est sorti de la lecture en me disant, c'était pas très bien, hein, c'était pas très bon, mais de toute façon, moi, le rôle qui me plaît, c'est le rôle de Gérard. Donc voilà, il en avait très envie, il m'envoyait des petits messages de temps en temps, parce qu'en fait il y avait un autre comédien auquel j'avais pensé, donc je lui ai dit, je suis désolé, mais le rôle de Gérard il est déjà pris. Et puis pendant toute cette période, il m'envoyait des petits messages en me disant, tu sais, pour le personnage de Gérard, je le verrais bien avec un blouson trop grand, comme ça on comprendrait qu'il était un peu gros quand il était petit. Il m'envoyait plein de petits messages comme ça, et je me disais, il est fou, pourquoi il me dit ça? En fait, il avait vraiment envie de faire le rôle, et quand on est une fois encore entré en production, l'autre comédien qui devait faire Gérard n'a pas pu le faire, et voilà, Benjamin s'est imposé, et il avait tellement envie du rôle que c'était une bonne nouvelle. Donc Laurent Lafitte a fait l'exploitation. Voilà, et du coup après, j'ai essayé de construire cette famille, et Laurent Lafitte est arrivé, j'ai pensé à lui d'abord, et après c'est vraiment Benjamin est revenu dans la partie. Pour revenir sur Benjamin, tu peux raconter une petite anecdote assez drôle sur le tournage C'était avec Benjamin, on était en tournage, voilà, avec du matériel, un camion de matériel, des projecteurs. Benjamin était là, et il y a un type qui s'approche et qui dit à Benjamin, oh écoutez, c'est incroyable, c'est fou comme vous ressemblez à Benjamin Biolay. Et il y avait tout, la caméra, le truc. Mais en fait, il ne pouvait pas l'imaginer comédien, il l'imaginait chanteur. Donc, et pendant bien 20 minutes, Benjamin lui disait, ah bon, vous trouvez que je ressemble à Benjamin Biolay? Et pendant 20 minutes, ils ont joué les jeux, tout ça, tous les deux. Benjamin jouait les jeux. Et le type disait, oui, mais vraiment, comment on pourrait faire pour que vous rencontriez Benjamin Biolay? Parce que vous êtes son sosie, quand même, c'est incroyable. Et pourquoi vous faites du cinéma? Mais vous ne voulez pas chanter? Enfin, voilà. C'était vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et le type ne voyait pas du tout Benjamin Biolay. Benjamin Biolay, je crois qu'il ne lui a pas dit, d'ailleurs, qu'il était Benjamin Biolay. Il est parti comme ça. Il est parti comme ça. Le couple de parents emblématiques, Marie-Christine Barrault et Guy Marchand, le choix est venu naturellement C'est un peu très facilement, c'est-à-dire Marie-Christine Barrault, j'avais bossé avec elle, on avait fait des choses un peu au théâtre ensemble, et j'adorais sa façon d'être. C'est une actrice très généreuse qui aime bien se lancer des défis et en même temps prendre des risques. Moi, ça me convient bien, les acteurs qui aiment bien prendre des risques, qui essaient des choses, qui n'ont pas peur d'essayer des choses. Donc, du coup, très vite, j'ai pensé à elle. Et comme j'aime beaucoup Guy Marchand, j'ai trouvé que c'était un couple qu'on connaissait. D'abord, c'est leur 3e film ensemble.
Christine Barrault, elle dit, le premier film que j'ai fait avec Guy Marchand, c'était Cousin Cousine, on s'est détesté. Le deuxième, c'était un film de Jean Marbeuf, et là, il était un peu plus tendre, il était un peu plus sympathique, mais il s'était fait larguer par sa femme. Et le troisième, c'est le mien, et ils se sont hyper bien entendus. Donc je pense que pour le prochain, ils vont finir par se marier. Mais... Pour rebondir un peu sur l'ambiance du film entre les acteurs était plutôt forte. Il y avait vraiment une cohésion qui était très forte entre eux. Oui, ils s'entendaient extrêmement bien. Toutes les scènes de famille, c'était très difficile, parce qu'il y a des scènes, où la scène de l'anniversaire, où il y a des relations un peu tendues, mais 5 minutes avant de tourner, c'était au contraire, ils plaisantaient tous les uns avec les autres, ils s'adoraient en fait. Guy Marchand, il parle toujours de ses 3 fils de cinéma, il me demande toujours des nouvelles des 3. Il est en relation d'ailleurs encore avec eux, avec Benjamin Biolay en particulier. Mais ils s'entendaient extrêmement bien, ça riait, voilà, c'était une famille idéale, ce qui n'est pas tout à fait le cas du film, mais voilà, dans la réalité, c'était un peu une famille idéale. Ils étaient très, 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 très complices, et par moments, il fallait un petit peu intervenir pour remettre un peu de travail dans cette joie. On a eu la chance d'avoir Élodie tout à l'heure. Son choix aussi, c'est comment? Alors, le choix d'Élodie Frégé, alors c'est vraiment une... Je ne savais pas qui elle était en fait. Le directeur de casting m'a dit qu'elle avait joué Catherine Deneuve jeune dans Potiche. Elle avait déjà fait un petit rôle muet, et que c'était une jeune comédienne. Voilà, donc je n'ai pas du tout pensé que c'était une chanteuse, et qu'elle avait fait des choses avant dans la chanson. Donc voilà, je l'ai rencontrée la première fois, et c'est elle qui m'a dit, mais en fait je suis chanteuse. Avant je lui ai dit, ah bon, mais elle m'a expliqué un petit peu. Mais ce qui me plaisait chez elle, c'était son côté, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, elle est partie, alors on peut en parler, mais j'aimais bien son côté très jolie fille, mais qui n'a pas l'air de trop s'en rendre compte. Elle a une sorte de maladresse, elle n'est pas complètement sûre d'elle-même, et c'est ça, il y a une faille chez elle. C'est ça qui la rend d'ailleurs intéressante et attachante, c'est que voilà, elle n'a aucune arrogance. C'est quelqu'un qui a extrêmement peu d'arrogance. Elle est tout le temps en train de se moquer d'elle-même. Voilà, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, je trouve que et ça me plaisait beaucoup par rapport au personnage de Julie. Je trouvais que c'était quelque chose vraiment... Il fallait que le couple qu'elle forme avec Nicolas Bedos soit quand même une sorte d'idéal comme ça en apparence, mais qu'on sente toutes les failles derrière, et je trouvais que ça marchait très bien avec elle. Elle est très différente d'ailleurs, le personnage de Julie dans le roman. C'est pas du tout le même personnage féminin. Non ? Non, mais je ne me souviens plus mon personnage. Le livre a été écrit en 1997, vous me disiez, Steven, tout à l'heure. Non, voilà 92. Le livre déjà. Qui est ressorti. Voilà. Le livre vient donc d'être réédité il y a de cela quelques semaines. Il y a même des photos du tournage à l'intérieur avec tous les personnages. Donc vous pouvez le retrouver, édition Baker Street. Voilà, tout à fait. Steven, peut-être votre ressenti après avoir vu ce film la première fois par rapport à l'adaptation au roman, si ça ne te dérange pas de parler en français. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant le film à la première vision? Mais pour moi, c'est toujours une expérience, parce que c'est la troisième fois que j'ai vu un film adapté de l'un de mes livres, et il y a un autre en français qui s'appelle La vérité ou presque, avec Karine Viard et André Dussolier, et un autre aux États-Unis qui s'appelle L'objet de mon affection avec Jennifer Aniston. Et c'est toujours pour moi un plaisir de voir un film adapté de l'un de mes livres, bien sûr, mais en même temps, c'est peut-être un peu bizarre parce que quand j'écris mes livres, je vois dans ma tête des images de mes personnages, des vêtements, je ne sais pas, des appartements, etc. Et bien sûr, c'est complètement différent maintenant dans un film. J'ai dit au Brice au début que c'est pas mon film, c'est vraiment ton film, et c'est mieux d'avoir un bon film qu'une adaptation
relation fidèle. Massimo, vous avez une simple scène dans le film. Oui. Comment ça s'est passé d'ailleurs avec Brice ça fait un petit moment que vous vous connaissez tous les deux. On est des vieux amis. J'ai connu Massimo qui travaillait à Paris qui a passé quoi, 2 années, un an à Paris. Voilà, on s'est rencontrés, il était archéologue, et puis il est parti vivre à Madrid et il est devenu comédien. Donc je lui ai proposé ce petit rôle dans le film. Oui, quand j'ai connu Brice, je n'étais pas comédien. Et bon, et après ma vie ça a changé beaucoup, après Paris, et maintenant je vis à Madrid. Et je ne sais pas parce que j'ai décidé d'être comédien. Et donc, il est italien vivant à Madrid. Oui. Jouons dans les films français. Et bon, j'adorais faire cette petite scène avec Bruno Puzzolo. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Et moi, ce que je voulais dire de mon petite scène, c'est que c'est vrai que, par exemple, c'est un petit personnage, mais on voit la différence parce que c'est une énergie complètement différente de tous les personnages des films. C'est il part très vite, il demande des choses très directes. Et donc le personnage d'Adam, c'est un peu coincé pour... Très calme, très calme. Et donc, c'est un peu... Elle a la connexion avec ce que tu as dit, Steven, avant. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Ou simples commentaires, tout ce qui vous traverse l'esprit? Alors moi, si je peux prendre la parole, j'aimerais juste avoir quelques avis, me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu, si quelqu'un a des choses à nous raconter. Oui. Bien, moi, je suis très contente de le revoir mardi. J'ai beaucoup aimé, c'est des tranches de vie et des personnages qui sont vraiment attachants. Et j'ai beaucoup aimé, et voilà. Et je dirais à tout le monde d'aller le voir. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui aiment Élodie Frégé, par exemple, et qui seraient étonnées de la voir dans un film? Comme de base, son métier premier, c'était chanteuse. Est-ce que ça vous paraît étrange qu'elle devienne actrice? Donc, votre ressenti, vous pensez qu'elle peut avoir une grande carrière d'actrice? Essayer, elle peut faire des castings, elle peut faire plein de choses. Petite question à la rigueur. La fin du film illustre plutôt bien le titre, j'ai trouvé, mais c'est un choix stratégique d'arrêter le film quand même comme ça, ou de venir en cinéma, parce que j'ai trouvé ça un peu fuyant à la fin, même si c'est effectivement une illustration parfaite du titre du film. Et moi j'aime bien aussi que, voilà, de la même manière qu'on commence le film en se posant un peu des questions, on se dit mais pourquoi cet homme pleure? Moi, d'ailleurs, cette scène, elle a été construite au montage. J'ai rajouté ce plan, je l'ai construit, ce flashback au montage. C'était pas du tout écrit comme ça dans le scénario. On commençait par le petit déjeuner directement. Parce que j'aime bien que les spectateurs ils soient actifs un peu quand ils voient le film et qu'ils se posent des questions. Et de la même façon, j'ai eu envie de clore le film en me disant il y a une ambiguïté sur la fin. Il y a cet avion, on se dit il est dans l'avion. Finalement, il apparaît, donc est-ce qu'il va le prendre ou pas? Et j'aime bien que vous continuiez le film un petit peu en sortant de la salle après, et vous posiez des questions, vous ayez envie d'en parler, que justement vous demandiez ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il ne va pas partir, peut-être que... Voilà, je trouve que c'est bien aussi que le film, c'est une façon qu'il vous appartienne aussi un petit peu. Voilà. J'aime bien les choses un peu, laisser les choses un peu ouvertes, que tout ne soit pas toujours expliqué. J'arrive. Juste en attendant, Maurice, il y a cette fameuse phrase dans le film, je préfère avoir des remords remords que des regrets, c'est bien ça. Elle est importante cette phrase. Ben oui, parce que en fait c'est une phrase qui est un peu comme une évidence, un peu un truisme comme ça, et en même temps, quand on se met à l'appliquer, on se rend compte qu'on progresse beaucoup dans la vie.
C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire les choses et se dire qu'on n'aurait pas dû les faire, plutôt que de ne pas les faire du tout. Je trouve que c'est comme ça qu'on réussit à avancer un peu dans la vie. Donc c'est un petit peu ce que lui dit le personnage d'Ariel. Lui, il lève les yeux au ciel, l'air de dire « oh là là, c'est vraiment tellement cliché de dire ça ». Puis finalement, il va l'appliquer un peu à sa propre vie. Moi, j'ai l'impression aussi que quand on applique ce genre de choses, c'est comme ça qu'on voilà, on progresse, qu'on avance, en tout cas. Je ne sais pas si on progresse, mais on avance. Et peut-être on peut commencer à construire quelque chose. Mademoiselle. Je voulais savoir quel est votre meilleur souvenir du film. Du tournage? Oui. Le meilleur souvenir de tournage, c'est les fous rires qu'il y avait avec l'équipe. C'était vraiment de voir que j'avais construit une famille et que cette famille, alors je sais que ça n'arrive jamais dans les familles, hein, mais que cette famille était hyper joyeuse, hyper heureuse, celle que j'avais construite. Et ça me faisait vraiment plaisir parce que, je sais pas, ça me permettait d'imaginer que sur l'écran, ça se verrait d'une manière ou d'une autre. Cette joie parallèle, hors du tournage, elle existait dans la vie et que forcément on allait la retrouver sur l'écran. Et c'était vraiment émouvant de voir ça. Voilà. D'autant plus que je sais que la famille, c'est à la fois un refuge et un lieu de refuge, et en même temps c'est un lieu aussi d'une dureté terrible. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que on aime, on est content de se retrouver dans nos familles, et en même temps c'est un lieu terrible, d'injustice, où seul c'est l'affectif finalement qui commande tout. Je dis toujours que si les entreprises fonctionnaient comme les familles, ce serait vraiment une catastrophe. Heureusement qu'il y a la vie dans les entreprises pour être un peu plus rationnel, parce que dans les familles, c'est un fonctionnement complètement affectif. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est effrayante, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais on a plus de chances d'être assassiné par un membre de sa famille que par un inconnu dans la rue, quand même. Parce que, avant que je laisse la parole à monsieur tout là-haut, la tenue du magasin, d'ailleurs, l'avenir un peu du magasin, même la santé financière du magasin, est un peu une parabole d'ailleurs de ton analyse. Oui, la santé du... La mère, elle propose à Gérard de venir travailler dans la boutique. Elle dit même qu'il travaille que le matin, mais on est l'après-midi, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est qu'il soit avec eux. Et en même temps, la boutique, elle ne marche pas du tout. Ils passent leur temps à boire du thé ou du whisky et envoyer chier toutes les clientes. Comment ils traitent Madame Chaussette, c'est épouvantable. Personne ne continue à aller là. Donc la boutique, elle va forcément, non seulement ils vendent des choses totalement impossibles aujourd'hui, mais en plus, elle va aller à volo si on continue comme ça, de traiter les clients comme ça. Mais c'est pas grave, elle continue, elle veut qu'elle pense, c'est complètement, ça obéit à une logique complètement affective de vouloir que d'une certaine façon les trois fils viennent bosser là, alors que ça marche pas du tout. Ça obéit à rien du tout, à aucune logique véritable, sauf celle de l'affectif. Monsieur Lao. Je voulais savoir quel est le moment du tournage où vous avez répété la scène à plusieurs reprises. Toutes les scènes, on les fait à plusieurs reprises. Je sais plus que vous allez me dire quelle était la scène la pire. Voilà, je me disais qu'on avait parlé du meilleur. On peut partir sur cette question-là aussi. Mais non, mais toutes les scènes, vous savez, les scènes, elles sont... Quand on tourne, on commence par faire ce qu'on appelle une mise en place, où on cherche un peu les positions des personnages dans une scène. À partir du moment où cette mise en place est faite, on installe la lumière, et après on répète, on fait des répétitions jusqu'à ce que ce soit... ça ait l'air juste, vrai, c'est un travail assez long. Et seulement là, on tourne. Donc on répète pour chaque scène. Tourner un plan, ça prend entre un plan simple, ça prend 1 heure, un plan un peu plus compliqué, ça peut prendre 2 ou 3 heures, un plan. Donc quand on fait une scène entière, dans laquelle il y a, je sais pas, 5 plans, c'est une journée entière de travail. Avec un tel casting, c'est un challenge encore supplémentaire d'avoir autant d'acteurs avec des styles différents peut-être? Oui, parce que c'est autant de manières différentes de diriger les comédiens. Donc
c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais moi j'aime bien les laisser un peu assez libres quand même de faire des propositions. Je pars du principe que, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des musiciens, un acteur c'est comme un musicien, il sait manier son instrument. Et donc je le laisse jouer de son instrument et moi j'interviens un peu comme un chef d'orchestre. Moi je ne sais pas l'utiliser l'instrument, donc je préfère qu'il me fasse une proposition et à partir de cette proposition, j'essaie de construire quelque chose. Et quand il y a, comme les scènes de famille, 5 ou 6 personnages ensemble, bah, c'est comme un sextet. Enfin, voilà, ça fonctionne exactement de la même façon. Il faut harmoniser tout ça, il faut essayer de rendre ça harmonieux, le plus juste possible. Et en plus, parfois, moi j'ai des propositions assez précises dans la tête. J'ai des idées assez précises, mais parfois ce qu'ils me proposent, c'est encore mieux que ce que j'ai dans la tête. Moi, je prends dans ces cas-là, pas de problème. On entend d'ailleurs des fois de certains acteurs qui sont bons dès les premières prises, d'autres qui en ont besoin d'une dizaine ou une quinzaine pour vraiment sortir. Est-ce que c'était le cas d'ailleurs sur ce film-là? Oui, oui. Par exemple, Laurent Lafitte, il aime beaucoup, il aime bien faire très très peu de prises. Il est plutôt un acteur des premières prises, et Agnès Jaoui, c'est plutôt une actrice des dernières prises. Donc comme ils ont beaucoup de scènes ensemble, c'est pas toujours facile. Mais on y arrive, et puis il y a un truc aussi, c'est que souvent ce qui se passe, les comédiens, ils commencent par être... Ils sont souvent, ça se passe souvent comme ça, très bons sur les 2 premières prises, mais la technique n'a pas complètement assuré, ou l'autre comédien n'est pas forcément très bon. Puis il y a un moment de mou comme ça, où ça redescend, 4e, 5e, 6e, 7e prise, c'est une catastrophe. Et puis tout d'un coup, à la 8e, 9e prise, ça remonte et ça devient bien mieux que la première ou la 2e. Donc il y a une sorte de maturation comme ça qui se fait, que au bout de finalement, en faisant 10 prises, on arrive à peu près à trouver un truc bien pour tout le monde. Le tournage a pris combien de temps? Il a pris 7 semaines. Des questions, monsieur? Est-ce que vous avez ri? Ça, vous avez question? On a 2 personnes, ouais. Clément, je peux saluer. Oh, je prendrai madame. Première question. Allez-y. J'attendais la dame du bas. Vous disiez tout à l'heure que vous avez en fait été inspiré par les personnages. Votre intérêt, c'est surtout l'étude des personnages. Et pour l'écrivain lui-même, je voulais savoir d'où il avait puisé, où est-ce qu'il avait puisé son inspiration. Est-ce que l'inspiration était la même aussi? L'intérêt des personnages était la même? D'où est venue cette idée de roman? Pour ce livre ici, c'était vraiment une inspiration personnelle. Parce que j'ai 2 frères et mon frère cadet a eu une histoire un peu comme ça avec une femme qui était sa fiancée, etc. Et il a eu une maîtresse, etc. Et donc, c'était vraiment ma vie qui m'a inspiré, ou la vie de mon frère, de toute façon. Mais dès qu'on commence d'écrire, tout change. Des petits détails des personnages, etc. Et ça change tout. Oui, c'est souvent... finalement, un film, il met beaucoup de choses personnelles, mais pas forcément autobiographiques, comme un livre. Alors moi, c'est plus... je voulais parler de la scène que j'ai préférée. C'est la scène où Ariel prépare le repas avec les frères réunis. Enfin, ils n'étaient pas tous là, je crois qu'il n'y en avait que 2. Où elle met la nappe au sol. Parce que je trouve que ça résume parfaitement la problématique de l'histoire, que ce soit dans le roman ou dans le film. Ce que je trouve, c'est qu'Ariel, elle a ce rôle de bouffée d'air pur dans cette espèce de panier de crabes et de choses qui est si difficile, qui est la famille. Et c'est elle qui finalement illumine et apporte ce côté, on met par terre, on
on se lâche, on se détend, parce que les garçons, ils sont complètement tous mal dans leur peau. Et je dirais que finalement, elle a de la lumière, d'ailleurs ça se voit sur l'affiche, je trouve. Et puis aussi, celle qui est... Enfin, la personne dont est amoureux, le rôle de Nicolas Bedos, celle qui est sa maîtresse, elle aussi, elle a ce côté lumineux, et quand il dit regarde comme elle est, comme elle est belle, il y a ces espèces de sorties de la famille, justement. Enfin, je trouve, moi, que la famille, c'est quelque chose qui est tellement oppressant. Là, on le ressent, et je dirais que les personnages principaux, pour moi, ce sont les parents. Et ces deux personnages, il les enserre, il les triture, parfois c'est horrible ce qu'elle peut dire, cette maman. Parce qu'à la fois elle les aime, en même temps je trouve qu'elle les étrangle presque. Et moi ça me touche particulièrement. C'est souvent ce qu'on appelle une névrose familiale. Enfin voilà, il y a un truc d'une famille un peu dysfonctionnelle, qui en même temps, mais finalement toutes les familles sont un peu dysfonctionnelles. Il n'y a pas beaucoup, enfin moi j'en connais pas. Hein. Ma mère, quand je vais la voir, elle me serre dans ses bras, elle me dit mon fils, je suis tellement content de te retrouver. Et puis 3 minutes après, elle m'insulte parce que je sais pas, mais t'as gardé tes chaussures ou je sais rien, mais voilà. Donc ça obéit à rien du tout de logique et de sensé. C'est absolument incroyable. La famille, c'est un endroit qui est d'une certaine façon complètement incohérent et qui ressent, qui d'une certaine façon aussi, et peut-être la manifestation la plus représentative de notre état d'être humain d'une certaine façon. Voilà, je trouve que dans la vie professionnelle, finalement, on essaye de composer, de donner l'impression qu'on est beaucoup plus sérieux, on essaie d'obéir à des règles. Et dans la famille, il n'y a aucune règle. Il y a très peu de règles. C'est une espèce de chaos, mais qui nous ressemble, parce que justement, on a à obéir à rien. Donc on laisse libre cours à notre liberté d'être humain. Mais bien sûr, c'est ça qui est tout le paradoxe de la famille. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'adore les histoires de famille. C'est que c'est un fonctionnement complètement absurde et en même temps dans lequel tout le monde peut se retrouver. C'est une folie. Il y a une folie dans la famille. C'est marrant d'ailleurs, parce que quand vous analysez votre famille, vous ne vous en rendez pas forcément compte, parce que finalement vous êtes dans cette névrose familiale. Mais dès que vous voyez une autre famille, vous vous rendez compte à quel point les gens sont tous des fonctionnements un peu cinglés. Regardez dans les couples, comment ça se passe. Les belles familles, en général, c'est un vrai problème, quoi. Il y a un vrai truc qui fait que on a un recul sur la famille. Je pense aussi à un autre truc. Il n'y a pas longtemps, je vais à Lille, je suis lillois, moi, je suis de Lille, et je vais chez mes parents, et ils sont un peu comme eux deux, là, ils ont passé le week-end à s'insulter. Et à la fin du week-end, ma mère me ramène à la gare, et je lui dis, mais il y a un problème avec papa, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère me regarde, mais non, de quoi tu parles comme d'habitude? Voilà, ils sont ensemble depuis 55 ans, c'est leur manière de fonctionner. En même temps, ils se tiennent par la main, ils se parlent super mal. Mais au bout de 55 ans, on ne peut plus se dire mon chéri, je t'aime de la même façon. Donc leur mode de fonctionnement, les enfants sont partis. Et par moments, j'ai l'impression que je suis transparent. J'imagine que ça vous arrive vous aussi quand vous retournez dans vos familles. Que je n'existe pas, je les vois se parler. Et je me dis, c'est absolument incroyable comment ça se passe. Ils sont fous, peut-être. Finalement, non, ils sont pas fous, c'est juste 55 ans de vie ensemble et vous leur dites pas, hein, j'espère que personne ne répéterait, personne de Lillois. Là. Donc voilà, mais moi, ça m'intéresse de voir ça fonctionner. Il y a toujours. C'est ça être cinéaste aussi, c'est savoir regarder ce genre de truc et puis le transmettre sur un écran. Et puis le fait de le rendre drôle, moi, c'est ça qui m'a plu dans le roman de Steve, c'est que finalement, tout ça, c'est un enfer, ça raconte l'enfer, sauf que c'est drôle, parce que finalement, on se retrouve soi, et c'est un miroir de nous-mêmes. Enfin, j'espère. D'autres questions? Ou d'autres avis? Pour rebondir sur
le week-end avec tes parents. Est-ce que ça a un peu inspiré la fameuse scène avec Madame Chaussette, qui, si je ne me trompe pas, n'est pas dans le livre? Voilà. Je laisse Steve en parler. Mais si. Voilà, cette scène, on l'a écrite ensemble. On va vous faire une petite confidence quand même. Voilà, c'est Cynthia Libaud, l'éditrice de Steve, des éditions Baker Street, qui joue Madame Chaussette. Et on avait envie d'écrire une scène pour elle, donc elle nous fait beaucoup rire en fait. On aimerait bien même écrire un film sur elle, mais elle ne veut pas. C'est un personnage qui nous fait beaucoup rire. Mais voilà, donc on a écrit cette scène pour le film à deux. On avait envie qu'il y ait une scène qui ne soit pas dans le livre et qui soit écrite par nous deux. Donc on a écrit, voilà, c'était comme ça. Moi j'avais beaucoup pensé au dialogue de la mère, je me souviens, et toi t'étais plutôt sur le personnage de Cynthia. On s'était beaucoup amusé à la faire. Et d'ailleurs, quand on était au montage, c'est ma sœur, vous voyez, comme je travaille en famille, c'est ma sœur qui est monteuse, qui a monté mon film, et elle me disait, cette scène, elle est très drôle, mais on pourrait la couper parce qu'elle raconte rien de plus dans la narration, on pourrait s'en passer. Et moi, je ne pouvais pas m'en passer. Moi, je la trouvais... D'abord, je trouvais qu'elle racontait... Je trouve que le magasin, il est raconté un peu comme un personnage. Et je trouvais que dans cette scène, vraiment, la boutique, c'est un personnage aussi. Donc, j'avais envie de la garder. Et je suis très content de l'avoir conservée. D'abord parce qu'on l'a écrite ensemble. Et puis que... Moi, elle me fait beaucoup rire, cette scène. Je trouve que la mère, la façon dont elle traite les clients, ils sont chez eux, enfin, ils traitent les clients comme s'ils étaient autour de la table chez eux en famille, quoi. Et d'ailleurs, elle fait partie de la famille, Madame Chaussette. Et vous, d'autres réactions, monsieur? Bon, bah, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Brice, Steven, Massimo, je voulais vraiment beaucoup vous remercier pour votre présence. Je pense que je peux applaudir. Merci pour ce film, pour cette histoire aussi, très agréable. Là, je vais parler plus d'un point de vue de directeur de salle. Merci à vous, messieurs, dames, d'être ici. Merci à KMBO de nous accorder sa confiance aussi sur ce film. Merci à vous trois d'être présents pour le vendre aussi. Voilà, nous sommes au Gaumont Disney Village, donc un gros cinéma, et donc malheureusement un peu des fois trop une programmation américaine, blockbuster, on est bien d'accord, je l'ai entendu en plus. Ce genre d'événement répond réellement à une dynamique qu'on veut créer, avoir vraiment une programmation de plus diverse possible. C'est compliqué toutes les semaines, 15 salles, il y a 7-8 films qui sortent tous les mercredis quasiment, c'est toujours quelque chose de difficile. Donc on est très content de l'avoir. Parlez-en autour de vous, mercredi en salle. Vous le retrouvez aussi en centre-ville à Paris si besoin, au Vepler et au Gaumont Opéra si besoin. On a beaucoup aimé, c'est un bon petit coup de cœur ici chez nous, et donc on lui souhaite vraiment un bon vent. Merci beaucoup, c'est très agréable. Bonne soirée à vous, rentrez bien, faites attention sur la route.